dans le garage froid, humide, comme un vieil appareil, cassé. Je m'asseyais là, sur une chaise en plastique fissuré, mes doigts tremblants, serrant une boîte de vieilles photos de famille. L'air sentait l'essence, la poussière. La voix de mon fils Thibaut tranchait les murs, comme une lame. Chaque mot plus acéré que le précédent. Sophie refuse de vivre avec une vieille femme inutile, criait-il. Sa voix résonnant sur les carreaux de la cuisine. Elle dit, soit tu pars, soit elle part, et je ne perds pas ma femme à cause de toi. Je frissonnais, pressant une photo contre ma poitrine. Un cliché de nous à son 5e anniversaire. Il portait une couronne en papier de travers, ses yeux pétillants, se blottissant contre moi. À l'époque, je pensais que cet amour durait toujours. Je posais la photo sur mes genoux, prenais une profonde inspiration. Ma poitrine semblait vide. Mais dans ce vide, une flamme féroce vacillait. Ce n'était pas la première fois qu'on m'écartait. À la mort de mon mari, Thibaut promettait de prendre soin de moi, insistait pour que je m'installe chez lui à Saint-Éloi. Pour être une vraie famille, j'aurais dû deviner que c'était un stratagème, un tremplin vers ma maison. Mes économies, ma petite vie tranquille. Les minutes s'égrenaient. J'entendais le rire aigu de Sophie résonner dans le couloir. Elle me regardait toujours, comme si j'étais une tache à nettoyer sur sa chaussure. Ce soir, elle obtenait enfin ce qu'elle voulait. Je jetai un regard dans le garage. La vieille boîte à outils de mon mari trônait dans un coin, couverte de poussière. Des piles de boîtes de rangement me dominaient, comme des juges silencieux dans ce silence lourd. Mon cœur se durcissait. J'enroulais mon châle plus étroitement autour de mes épaules, regardais la porte. Ils ne viendraient pas vérifier. Peu leur importait si je gelais ici. J'avais toujours été la discrète, celle qui apaisait, ravalait sa fierté pour la paix familiale. Mais ce soir, je sentais cette honte s'évaporer. Je me levai lentement, mes genoux craquantes. Je pressais une dernière fois ma main sur les photos familiales, sentais une résolution froide s'infiltrer dans mes os. Je réalisais que je n'étais pas la vieille femme impotente qu'il pensait avoir bannie. Non, j'étais la légitime propriétaire de cette maison, la gardienne de l'héritage de mon mari, celle qui détenait le vrai pouvoir dans mes doigts tremblants. Dans l'obscurité de mon propre garage, je sentais quelque chose changer en moi. Une promesse, je ne les laisserai pas gagner. Je me réveillais avant le soleil, le froid mordant mes mains, tandis que je manipulais une petite bouilloire sur un vieux réchaud de camping. Le garage sentait l'huile, la moisissure, mais dans mon esprit, j'étais ailleurs. Dans ma cuisine, celle au rideau en lin blanc, au parfum de rose flottant par la fenêtre. J'y passais chaque matin, pétrissant la pâte pour du pain frais. L'odeur attirait mon petit-fils Léo dans le couloir. Ses cheveux encore ébouriffés de sommeil, ses rires résonnant comme une bénédiction, ces matins semblaient d'une autre vie. Autrefois, je me sentais nécessaire. Léo s'asseyait à table, bavardant sur l'école. Ses petits doigts tirant les cordons de mon tablier. Même Thibaut souriait plus souvent. Rentrant du travail, louant ma cuisine, comme si j'étais une reine. Tout changeait à l'arrivée de Sophie. Elle entrait avec son parfum coûteux, sa langue acérée, détournant lentement mon fils de moi, comme une vigne étouffant un vieil arbre.
Elle détestait mes roses, disait qu'elles attiraient les insectes, se moquait de mes vieilles recettes, les qualifiant de cuisine paysanne. Quand elle pensait que je n'entendais pas, elle réorganisait ma cuisine, jetant les vieux pots en terre que mon mari aimait, les remplaçant par des appareils brillants qu'elle touchait à peine. Maintenant, au lieu de voix chaleureuses, de rires saupoudrés de rose, j'entendais seulement le cliquetis des verres de vin. Des chuchotements conspirateurs traversant les murs. Ce matin, tandis que je regardais les premiers rayons de lumière ramper sur le sol du garage, je pensais à la voix de mon mari, m'appelant son pilier. Je le voyais presque dans la cuisine, avec sa tasse préférée, hochant la tête, comme pour dire « Reste solide ». Ma chair, j'essayais de m'accrocher à cette chaleur. Même si le froid s'infiltrait plus profondément dans mes os, j'entendais à nouveau leur rire dans la salle à manger. La voix de Léo résonnait faiblement, mais distante, comme s'il apprenait déjà à m'oublier. Je voulais l'appeler, lui dire combien nos discussions matinales me manquaient, mais je ravalais cette douleur. Je sirotais mon thé léger, traçais le bord de la tasse, repensant aux recettes, au doux bruit d'un couteau sur une planche, au froissement des pétales de rose. Je leur avais tout donné, mes années, mon amour, ma patience, tout enveloppé dans des repas, des roses, des broseuses. Et pourtant, j'étais là, exclu, comme un chien errant, mais au fond, quelque chose de plus fort que le ressentiment bouillonnait, une résolution calme. Je patienterai, j'observerai, et quand le moment viendrait, je me tiendrai à nouveau droite dans ma cuisine, respirant l'odeur des roses, libre de leur regard méprisant. Aujourd'hui, je choisissais de me souvenir qui j'étais avant qu'ils ne tordent mon amour en laisse. Et dans ce garage, parmi la poussière, les vieux souvenirs, je jurais que mon histoire ne s'achèverait pas dans le froid. L'odeur de charcuterie flottait dans le garage. Cet après-midi, me tordant l'estomac, c'était pas la faim qui me rongeait, mais la douleur d'être oublié chez moi. Ils organisaient un déjeuner champêtre dans le jardin des Roses, à Saint, Éloi, avec des tables dressées sous une tonnelle, des plats de charcuterie, de fromages locaux, des verres de rosé. J'entendais le tintement des bouteilles, la musique douce, les cris de Léo courant dans le jardin que j'avais rempli de roses. D'abord, je restais dans le garage, sirotant un thé léger, essayant de bloquer le bruit, mais il s'amplifiait comme si chaque cri était un clou de plus dans le cercueil qu'il m'avait préparé. Finalement, je sortais, pas pour les rejoindre, non, je me tenais près du tuyau d'arrosage, feignant d'arroser une parcelle sèche près du garage. J'avais besoin d'air, de voir leur visage. C'est alors que je l'entendais, Thibaut, près de la table sous la tonnelle, avec deux amis, sa voix trop forte, trop avide d'impressionner. Ouais, elle est toujours dans le garage, riait-il, servant une tranche de saucisson comme un showman. On poet's mort. Vous savez, elle ne fait plus rien. Juste assise là, comme une relique têtue, un ami gloussait, secouant la tête. Mec, t'es trop gentil. Je l'aurais viré depuis longtemps. Un autre levait son verre de rosé, ajoutant « Dépêche-toi » avec ses rénovations. Avant qu'elle ne meure, tu auras un meilleur prix sans une vieille femme traînant. Leur rire explosait autour de moi comme des feux d'artifice.
dans une nuit silencieuse. Je sentais mon visage s'enflammer, mes doigts tremblant si fort, je manquais lâcher le tuyau. Mais je forçais mes lèvres en un sourire fin. Polly, je me tournais, feignant d'avoir rien entendu, mais à l'intérieur, quelque chose se brisait net. Je rentrais dans le garage, mon esprit bourdonnant plus fort que la musique. Je saisissais mon vieux téléphone sur l'étagère, mes doigts froids, Meister Bless. J'appuyais sur enregistrer, ressortais, marchais assez près pour capter la fin de leur conversation. Thibaut continuait, parlant de refaire la cuisine, de se débarrasser de mes vieilleries. Ses amis l'encourageaient, comme s'il était un héros. Je gardais la tête baissée, prétendant ajuster le tuyau, mais je m'assurais que chaque mot cruel glisse dans ce petit micro. Quand j'avais assez, je rentrais dans le garage, m'asseyais sur le sol poussiéreux, arrêtais l'enregistrement. Je tenais le téléphone contre ma poitrine, sentant mon cœur tonner sous mes côtes. Je n'étais pas du genre à acheter des assiettes, à crier des insultes. Non, c'était pas mon style. Je croyais aux tempêtes silencieuses, celles qui arrivent si lentement. Personne ne les voit venir, jusqu'à ce que la maison soit submergée, tandis que la musique pulsait, la voix de Thibaut tonnait, une calme inattendue m'envahissait. Je savais alors que j'avais tout ce qu'il fallait. Un enregistrement de sa cruauté, une arme faite de ses propres mots. Je jetai un œil à la boîte à outils dans le coin, aux vieilles roses fanées dehors, un sourire lent, féroce glissait sur mon visage. C'était plus juste de la survie. C'était le début de ma revanche, silencieuse. Cette nuit, après la fin du déjeuner champêtre, leur rire enfin éteint, je m'asseyais en tailleur sur le sol froid du garage, ma petite lampe projetant de longues ombres autour de moi. Je sortais un vieux journal, abîmé du fond d'un panier à couture, ses pages jaunies, les coins recourbés par des années d'usage. Je n'y avais pas écrit depuis la mort de mon mari. Mais ce soir semblait différent. Urgent. Je commençais à lister chaque objet qui comptait pour moi, ma bague de mariage, le service à thé de ma mère, quelques bijoux cachés dans une boîte à biscuits, le vase en porcelaine à motif de rose qu'il m'avait offert pour nos 20 ans. J'écrivais chaque entrée soigneusement, m'arrêtant pour respirer après chaque ligne, comme une prière à la femme que j'étais. Puis je tournais à la dernière page, écrivais en grandes lettres tremblantes « Je ne le laisserai pas gagner ». En finissant, je me levais, tirais la boîte à outils de mon mari. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années, craignant le chagrin qui débordait à chaque toucher. Mais ce soir, je n'avais pas peur, seulement de la clarté. Je fouillais chaque tiroir, l'odeur d'huile, de vieux bois montant autour de moi. Sous une pile de tournevis rouillés, de clous, je trouvais une épaisse enveloppe manie. Boards, fragiles, torchish. À l'intérieur, les actes originaux du terrain, une lettre manuscrite de mon mari, au-dessus l'encre fanée, mais les mots clairs, cette maison est pour toi seul. Ne laisse jamais personne te la prendre. Yeah. Je tenais cette lettre contre ma poitrine, comme si ses bras m'enlaçaient à nouveau. Sa voix résonnait dans ma tête, plus douce, mais ferme. Reste forte. Mes doigts tremblaient, pressant mes lèvres sur le papier. Une larme glissait sur ma joue, mais ce n'était plus du chagrin, c'était du soulagement.
Je savais ce que je devais faire. Le matin, j'enveloppais mes bijoux, le service à thé, le vase de ma mère dans de vieux torchons. Je sortais discrètement avant l'aube, prenant soin de ne pas les réveiller. Au mont-de-piété, l'employé me regardait à peine, examinant chaque pièce. Quand il comptait l'argent dans ma main, une vague de puissance montait dans ma colonne. Je sortais l'argent chaud dans ma poche, le soleil matinal perçant les toits de Saint-Éloi. Je prenais une longue inspiration, sentant le poids de mes pertes se réorganiser en moi. Je ne pensais pas à la douleur de mes poignets, ni à mes genoux protestants. Je ne pensais pas au rire de Thibaut résonnant dans ma tête, seulement à ma promesse, je rachèterais tout quand ce serait fini, et ce serait à mes conditions, pas comme leur fardeau, pas comme leur relique. Je rentrais lentement, chaque pas délibéré, l'argent pressé contre mon flanc, comme un battement de cœur secret. De retour dans le garage, je rangeais l'enveloppe, le journal soigneusement dans un sac, m'asseyais sur ma vieille chaise, me sentant étrangement légère. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme un fantôme dans ma vie. Je me sentais comme une femme réclamant sa valeur. Cette nuit, après avoir caché l'argent, les actes sous une pile de couverture, je m'asseyais dans un coin du garage, regardant une vieille photo de mariage, cachée sous mon matelas depuis des années, presque oubliée des danses. Mon mari se tenait à mes côtés, yeux brillants, cheveux lissés comme il aimait, une main protectrice à ma taille. Je portais encore ce châle parfois les matins froids, bien qu'il ne sente plus les roses, la pluie d'été. Je passais mon doigt sur son visage, sentant les petites fissures de l'impression murmurer dans l'obscurité. Je ne les laisserai pas détruire ce que nous avons construit. Je pensais à nos soirées dans la cuisine, lui épluchant des pommes, tandis que je pétrissais la pâte, à sa manière d'insister pour faire du thé au coucher du soleil, disant que c'était plus doux. C'était pas juste une maison, c'était notre vie, cousue dans chaque clou, chaque rosier, chaque porte des placards de Grinsanti. Et maintenant, il l'a traité comme un vieux manteau acheté. À refaire à leur goût, j'entendais des pas dans l'allée. Mon amie Amélie apparaissait, portant un sac de course. Ses yeux s'élargissaient en me voyant par la porte entr'ouverte du garage. « Mon Dieu, êtes-vous ici ?» s'exclamait-elle. Entrant avant que je puisse l'arrêter, elle regardait autour, son visage se tordant de choc devant la couverture fine, le réchaud de camping, les vieilles boîtes empilées, comme des murs autour de moi. « Oh, chérie, disait-elle, la voix tremblante, posant le sac. Comment en est-on arrivé là ? Je forçais un sourire, touchant son bras. C'est temporaire. Oh, mais Léa, je vais bien. Ses yeux se remplissaient de larmes. Laisse-moi t'aider. Viens chez moi, où je peux parler à quelqu'un. Je secouais la tête fermement. Non, merci. Mais non. Je voyais combien cela la blessait, combien elle voulait me tirer de ce coin froid, mais je ne pouvais laisser personne intervenir. Plus de gens savaient, plus grand était le risque que Thibaut découvre ce que je planifiais. Amélie restait là longtemps, méfiante, tordant l'ourlet de son cardigan. Enfin, elle hochait la tête, essuyant ses joues. « Tu as toujours été têtue », disait-elle avec un rire tremblant. Je laissais échapper un petit rire, mes épaules se relâchant un instant. « Et toi, toujours trop tendre ?» Elle partait à contre-cœur, promettant d'appeler demain
quand la porte grinçait derrière elle, le froid revenait. Mais cette fois, il ne s'infiltrait pas dans mes os. Je tirais la photo de mariage plus près, murmurais à son sourire figé « Je protégerai tout pour toi, pour nous ». Je regardais le sac d'Amélie, sortait une pomme, la croquais lentement, son goût comme un souvenir, vif, doux, chéténoïte, allongé sur le lit dur, la photo près de l'oreiller, je sentais une flamme vive, brillante en moi. Je ne survivais plus seulement. Je me préparais. Après le départ d'Amélie, je restais longtemps dans le garage, écoutant l'écho de sa voix inquiète s'évanouir quand le dernier écho s'éteignait. Je commençais à rassembler tout ce que j'avais caché. Je sortais les actes du terrain de sous les couvertures, mon journal du panier à couture, l'enveloppe d'argent du mont-de-piété. Chaque objet semblait une pièce d'armure, une déclaration silencieuse que je n'avais pas finie. Je les enveloppais dans un vieux torchon, les glissant dans mon sac usé, le pressant contre ma poitrine, comme un nouveau-né. J'attendais que Thibaut et Sophie quittent la maison. Le lendemain matin, je les regardais par la fenêtre du garage, s'éloigner en voiture, probablement pour acheter encore des choses qu'ils ne pouvaient payer, ou vanter leur future maison à un ami. Quand j'étais sûr qu'ils étaient partis, je sortais le trajet en bus vers Saint, Éloi semblait plus long, chaque caoute secouait mes nerfs. Mais je gardais une main sur le sac, respirant profondément pour me stabiliser. Le cabinet Legros était à l'extrémité de la rue des Peupliers, un modeste bâtiment en briques avec une petite plaque en laiton. Je l'avais passé 1000 fois, sans imaginer y entrer seule, serrant ma vie dans mes bras. La réceptionniste, une jeune femme aux yeux gentils, m'offrait un sourire prudent, me demandait d'attendre. Je m'asseyais, mon sac sur les genoux, mes doigts traçant les coutures du torchon à l'intérieur. Quand l'avocat Dominique m'appelait, une calme profonde m'envahissait. Son bureau sentait légèrement le papier, le vieux bois. Une grande fenêtre laissait entrer un rayon de soleil matinal. Je posais mon sac sur son bureau, déballais chaque document, les lissant comme une mère coiffant son enfant. Il ajustait ses lunettes, lisait les actes attentivement, son front se plissant de concentration. Parfois, il levait les yeux vers moi, l'expression indéchiffrable. Quand il parlait enfin, il le faisait lentement. « Vous avez une base solide ici », disait-il, tapotant les papiers. « Il est clair que la maison devait rester à vous. Mais il y aura des démarches légales. Il faut se préparer soigneusement. » Un souffle brusque m'échappait, mes mains retombant mollement. « Je suis prête », disais-je doucement. Il hochait la tête, sa voix ferme, mais douce. « Je commence immédiatement. Vous avez le droit de reprendre le contrôle. Sécurisez votre avenir, mais ça prendra du temps. Je vous appellerai quand tout sera en route. Vous ne serez pas seul. » J'avalais difficilement, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine. Je ne sortais pas avec des papiers signés ou des clés en poche, mais avec autre chose. La promesse que la marée commençait à tourner, en sortant dans le matin lumineux, je resserrais mon châle autour de mes épaules, levais les yeux au ciel. Il est temps de tout reprendre, murmurai-je, et pour la première fois depuis longtemps, je le croyais. Le lendemain, je me levais avant l'aube, pas seulement pour préparer du thé dans le garage. Je glissais dans la maison principale, me déplaçant comme un fantôme dans mes propres couloirs. Je trouvais la farine, le sucre là où je les gardais. Avant que Sophie ne prenne la cuisine,
Mes doigts agissaient de mémoire, mesurant, battant, pliant, l'odeur du beurre s'épanouissant dans l'air froid, quand Thibaut et Sophie entraient dans la cuisine, encore groggy de leur nuit tardive, un plateau de biscuits trônait sur le comptoir. Doresh, Chaut. Oh, tu cuisines, demandait Sophie, sa voix mêlée de surprise, d'agacement. Elle me regardait, comme si j'avais violé son royaume privé. Je forçais un sourire doux. Je pensais que Léo apprécierait du frais. Ça fait si longtemps qu'il n'a pas eu les biscuits de mamie. Ses lèvres frémissaient, les coins de sa bouche s'efforçant de former une réponse polie, mais elle reniflait, se tournait vers le frigo, fouillant bruyamment. Thibaut restait près de la porte, ses yeux passant nerveusement de moi au plateau. Peu être se souvenait-il de la veille, du froid du garage, du coffre qui ne s'ouvrait pas. Je voyais la culpabilité traverser son visage et s'évitait. Il pensait probablement que je ne l'avais pas vu, mais je lui offrais un biscuit, ma main ferme comme une montagne. « En veux-tu » demandai-je légèrement, comme si rien n'avait changé. Il hésitait, puis le prenait, sans même me remercier, mordant dedans. Comme un homme mâchant du papier, je me tournais pour faire du thé. Fredonnant doucement, j'écoutais, tandis qu'il se disputait derrière moi sur des courses, des factures qui iraient chercher Léo. C'était presque drôle. Comme leur monde était petit, tout leur complot, leurs mots durs, leurs rêves cupides, si lourds dans leurs esprits, et pourtant si fragiles, prêts à s'effondrer à un seul toucher. Quand Léo arrivait, il courait vers moi, visage ouvert, lumineux, l'enlaçant si fort, je pensais ne jamais le lâcher. Nous nous asseyions sur le sol, avec ses biscuits chauds, du lait, ses rires résonnant dans la cuisine, comme la plus douce musique entendue depuis des années. En instant, je m'autorisais à oublier, à respirer cette innocence, cette chaleur, mais en essuyant les miettes de ses joues, en embrassant ses cheveux, je sentais les papiers dans mon sac attendre, murmurant, c'est presque l'heure. Je versais du thé pour Sophie, glissant la tasse sur la table avec les mêmes mains douces qui avaient tenu son voile de mariage. Elle marmonnait un merci froid, ses yeux déjà sur son téléphone. Je m'asseyais en face, sirotant ma tasse lentement, savourant la chaleur amère. Je les laissais penser que j'étais toujours la relique qu'ils avaient écartée et je les laissais croire que je n'avais plus de coup à jouer. Mais intérieurement, je ressentais l'excitation silencieuse de celle qui tient la dernière carte. Bientôt, je la poserai sur la table. Quelques matins plus tard, près de la petite fenêtre du garage, pliant une couverture, mon téléphone vibrait dans ma poche. Je le sortais, mes doigts raidis par le froid, en voyant le nom de Dominique à l'écran. Mon souffle se bloquait. Je répondais vite, serrant le téléphone si fort. « Monsieur resplendissant. »« Madame Bisset, » commençait Dominique. Sa voix expassait, prudente, comme s'il savait que tout changerait. J'ai fini d'examiner les documents que vous m'avez laissés. J'ai trouvé quelque chose d'important. Je m'asseyais sur le bord de mon lit, mon cœur battant si fort. Il résonnait dans mes oreilles. Il y a quelques années, continuait-il, vous avez signé
un transfert de propriété à votre fils. Normalement, cela ferait de lui le propriétaire légal. Mon estomac se nouait. J'entendais presque la voix de Thibaut ce jour-là, m'incitant à officialiser, promettant de me protéger. Je me souvenais de ma main tremblante, guidant le stylo, pensant le garder en sécurité, pas tout donner. Maïs, disait Dominique, et je retenais mon souffle. L'acte original et le testament de votre mari incluent une clause restrictive et stipulant que la maison reste à votre nom pour votre vie et qu'aucun transfert ne peut se faire sans examen légal et contestation. Ma main libre sur ma poitrine. Vous voulez dire, je peux la récupérer, murmurai-je, ma voix si faible, comme appartenant à une autre. Dominique marquait une pause. Choisissant ces mots, nous avons de solides bases légales pour contester le transfert. Ce ne sera pas immédiat. Il faudra déposer une requête au tribunal pour révoquer la propriété de votre fils. Il y aura des procédures. Il pourrait essayer de contester. Mais la clause dans le testament est claire. Elle nous donne une base solide. Un sanglot m'échappait. Avant que je puisse l'arrêter, le soulagement m'inondait, mêlé d'une vague de peur pour la lutte à venir. Dominique attendait, laissant mes émotions s'installer dans le silence. « Vous avez été sage de garder ces vieux papiers », disait-il doucement. « La plupart les perdent et leurs droits avec... Vous avez tenu bon. Maintenant. Vous avez une chance de reprendre votre maison. » Je pressais le téléphone contre mon front, les larmes trempant ma ligne de cheveux. « Oui, parvenais-je à dire, ma voix tremblante, mais déterminée. S'il vous plaît, commençons tout de suite. » En raccrochant, je restais dans un silence stupéfait. Mes larmes gouttant sur mes genoux, toutes ces nuits dans le garage froid, ces matins où je pensais être piégé pour toujours... J'avais tenu la clé tout ce temps. Je regardais l'espace encombré, sentais une chaleur féroce s'épanouir dans ma poitrine. Je n'avais pas trouvé une faille, mais une chance de me battre pour rentrer chez moi. Cette fois, personne ne me l'apprendrait. Je dormais à peine cette nuit, pas de peur, mais d'une anticipation électrique traversant mes os, comme une pluie chaude. Avant l'aube, je sortais dans le jardin des roses une dernière fois. Les roses, bien que négligées, tenaient encore, comme des sentinelles patients, s'accrochant à ce qu'il leur restait de vie. Je me penchais, touchais les pétales fragiles. La voix de mon mari semblait surgir de la terre. Ne les laisse pas définir qui tu es. Mes lèvres formaient un sourire doux, les larmes montant, mais ne tombant pas. Pas aujourd'hui. Dans cette heure bleue, je me redressais, pressais ma paume sur ma poitrine, murmurais aux roses. À lui, tu serais fier de moi. Je prenais mon temps, savourant chaque rituel matinal, faire bouillir l'eau, l'envelopement cher, lisser les plis de ma vieille jupe. Chaque acte semblait une chanson de victoire silencieuse. J'entendais les murmures de Thibaut, Sophie discutant de choses triviales, rideau, finition de comptoir, budget imaginaire n'existant que dans leurs fantasmes. Je les écoutais, étrangement sereine. Ils ne recevraient plus une goutte de mon énergie, ne me verraient pas fléchir. Supply, brisé, je préparais une dernière théière, savourant son amertume comme un vin fin. Mes doigts ne tremblaient plus, mon cœur ne battait plus, comme un oiseau piégé. Je posais la tasse, regardais les roses par la fenêtre.
Une certitude vive, nette me traversait. Il n'apprendrait la vérité que trop tard. Une semaine plus tard, mon téléphone vibrait. J'étais dans le garage, pliant mes derniers linges, essayant d'occuper mes mains, tandis que mon esprit tournait en boucle. En voyant le nom de Dominique à l'écran, mon souffle se bloquait. Je répondais immédiatement, pressant le téléphone contre mon oreille. « Madame Bissette », disait-il. Et cette fois, je percevais du soulagement dans sa voix. Un triomphe discrète, enveloppé de professionnalisme. Je voulais vous appeler personnellement pour vous dire « c'est fait ». Le monde semblait basculer sous moi. Voulez dire, bégayai-je, ma voix déjà tremblante, l'annulation est officiellement enregistrée, expliquait-il patiemment. La clause restrictive de votre mari a tenu, comme prévu, votre fils n'a plus aucun droit légal sur la maison. Vous êtes à nouveau la seule propriétaire légitime sur tous les registres. Je m'effondrais sur mon lit, mes mains tremblant si fort, je manquais lâcher le téléphone. Dominique marquait une pause. Ça va être. Et maintenant, vous pouvez procéder comme vous voulez. Si vous souhaitez vendre la maison, vous pouvez le faire immédiatement, sans informer votre fils, sans son consentement, sans risque d'interférence. Un son montait de ma poitrine, entre sanglots et rires. « Merci », murmurai-je, pressant ma paume sur mon front. « Merci. Vraiment. » Mes genoux fléchissaient. Je saisissais le bord du comptoir pour me stabiliser. « Vendre », murmurai-je, goûtant le mot. Il semblait plus lourd, comme une pierre tranchante cachée dans ma bouche. « Oui », confirmait-il. « Vous pouvez finaliser les documents dès que vous êtes prête. Nous pouvons tout gérer discrètement. » Je regardais autour du garage. Le sol en béton ébréché, la pile de couverture pliée, les cisailles à rose sur l'étagère, tous ces témoins silencieux de mon humiliation. L'avocat marquait une pause, ajoutait « Si je puis me permettre, je suggère de ne pas informer votre fils avant la clôture de la vente. C'est plus sûr. Et légalement, il n'a aucun moyen de contester. Je pressais ma main sur ma poitrine, sentant le battement régulier de mon cœur. Je hochai la tête, bien qu'il ne puisse me voir. Oui, merci, faisons-le. En raccrochant, ma main tremblait si fort, je devais poser le téléphone. Je regardais par la petite fenêtre vers le jardin des roses. Thibaut et Sophie étaient sous la tonnelle, feuilletant un catalogue de rénovation brillant. Elle pointait un comptoir en marbre, sa voix stridente, et il hochait la tête, comme un écolier cherchant l'approbation. Ils pensaient vraiment hériter de leur vie de rêve. La cuisine refaite, la terrasse agrandie, l'avenir brillant construit sur mon effacement. Je prenais les actes, les rangeais soigneusement dans mon sac à couture, avec le journal, les notes de l'avocat. Chaque objet semblait une arme, tranchante, lourde dans mes mains. Cet après-midi, je partais en ville, tête baissée.
un foulard noué autour des cheveux. Pour que les voisins ne me reconnaissent pas, chaque pas semblait un battement de tambour. Vous ne me briserez pas. Vous ne me briserez pas. Au cabinet Legros, les papiers étaient devant moi. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Je signais chaque page avec des traits délibérés, mon nom s'épanouissant comme un acte final de défi. Quand j'avais fini, Dominique glissait un second ensemble de documents vers moi. Si vous voulez aussi modifier votre testament, je n'hésitais pas. Je rayais le nom de Thibault. À sa place, j'écrivais le nom de Léo, d'un refuge local pour femmes. Je posais le stylo, levais les yeux. Dominique croisait mon regard, ses yeux doux, proches du respect. C'est fait, disait-il doucement. Il resta un instant, ma respiration ralentissante. Une chaleur douce amère s'installant dans ma poitrine. C'était plus qu'une maison maintenant, c'était la liberté. Et je venais de me libérer. Il n'apprendrait la vérité que trop tard. Je faisais une promesse silencieuse. En finissant ce thé, je ne les informerai pas. Avant que chaque papier soit signé, l'encre séchée, je ne leur donnerai aucune chance de tordre mes intentions. D'empoisonner ma résolution, je pensais à Léo. Ses petites mains, la façon dont il s'illuminait quand je cuisinais, je l'imaginais en sécurité, aimé, recevant les parties de cette maison, de mon cœur, qui comptait vraiment. Je pensais au refuge pour femmes, aux mères ayant besoin d'un nouveau départ. Ma douleur deviendrait leur liberté, ma perte leur bouée. Je pensais aux roses, le cadeau silencieux de mon mari, le jardin des roses, qui était mon sanctuaire. Elle ne serait pas rasée pour une piscine stérile, ni arrachée pour une terrasse. Dans mon esprit, elle continuerait de fleurir longtemps après mon départ, alors que le soleil se levait pleinement. Je me levais de la table, pressais ma main sur le bois lisse, usé, prenais une dernière profonde inspiration. Aujourd'hui, le combat s'achevait. Je n'étais plus la servante de quiconque, ni leur poids mort. J'étais le dernier mot. Cette nuit, je me déplaçais comme une ombre. J'attendais que la maison devienne silencieuse, que même le bourdonnement du réfrigérateur semble plus fort que leur respiration superficielle depuis la chambre. Je sortais ma vieille valise, au coin de cuir usé, une roue manquante. Elle portait autrefois les chemises de mon mari en voyage, puis les jouets de Léo au parc. Ce soir, elle porterait les derniers lambeaux de mon ancienne vie. Je pliais mes quelques vêtements soigneusement, lissant chaque pièce. Je prenais la photo du mariage, l'enveloppais dans un foulard, la glissant dans une poche latérale, comme un battement de cœur contre mon flanc, l'enveloppe avec les actes. Les documents de vente allaient dans mon sac, pressés contre moi, comme une côte supplémentaire protégeant mon cœur. Je m'arrêtais parfois pour écouter silence, seulement le tic-tac de l'horloge murale, le soupir du vent contre la porte du garage. Je bougeais lentement, savourant chaque seconde, pas tristesse, mais par respect profond pour la vie construite ici. Les planchers sous mes pieds avaient entendu mes rires. MS, sanglots. Les murs avaient absorbé l'odeur de 1000 dîners, 1000 matins tranquilles. Quand je fermais enfin la valise, je ne ressentais aucun tremblement, aucun regret. Je portais tout à la porte, m'arrêtais, regardant une dernière fois le garage, le petit réchaud où je faisais monter, l'étagère poussiéreuse avec de vieux bocaux, le lit qui m'avait bercé ces derniers mois solitaires.
Je baissai la tête un instant, laissant un souffle doux s'échapper, un adieu silencieux, pas à la maison, mais à la femme qui croyait que l'amour seul la sauverait ici. Je posai les clés sur la table, pas avec des mains tremblantes, mais avec une finalité silencieuse, résonnant plus fort que n'importe quelle porte claquée. Puis je sortais une feuille, commençais à écrire. Vous pensiez que j'étais trop faible pour partir, que je resterais, peu importe votre cruauté. Mais cette maison n'a jamais été la vôtre. Et moi non plus, quand vous lirez ceci, je serai loin. Prenez soin l'un de l'autre. Vous en aurez plus besoin que jamais. Adieu. Je pliai la note soigneusement, la posai sur les clés. Je restai un instant dans le couloir, regardant vers le salon, où Léo s'étalait sur le tapis avec ses voitures, où mon mari s'endormait devant les nouvelles du soir. Je pressais ma main sur le mur, sentant ses échos une dernière fois, puis je me tournais, sortais. À l'arrêt suivant, je remettais les clés à l'agent des nouveaux acheteurs. Une femme, au visage aimable, aux yeux chaleureux, serrant mes mains un peu trop fort, sentant le poids du moment. C'est à vous maintenant, lui disais-je, ma voix claire comme du verre. Elle commençait à dire quelque chose. Peut être une excuse, un réconfort poli, mais je serrais sa main doucement. Me tournais, je montais dans le taxi. Mon sac à côté de moi, mes épaules légères, le chauffeur s'éloignait lentement du trottoir, comme sentant la révérence de mon adieu silencieux. À chaque kilomètre, l'air semblait plus propre, l'horizon plus large. Je regardais les champs défiler dehors, laisser la chaleur se répandre dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, je ne fuyais pas quelque chose. Mais curais vers quelque chose, la liberté. Thibaut et Sophie rentraient dans leur maison à Saint, Éloi après un week-end à la campagne, trouvant la cuisine vide, ornée d'un bouquet de roses fraîches sur la table, accompagnée de ma note, dans un décor de meubles en chêne, de rideaux en lin blanc. Thibaut appelait une fois, s'attendant probablement à entendre mon pas traînant depuis le garage, ou l'odeur du thé, ou moi affairé, avec les goûters de Léo. Ryan, j'imagine qu'il traversait chaque pièce, sa voix s'élevant à chaque pas. Peu être ouvrait-il les portes, m'appelant avec ce ton aigu, impatiente, quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Puis il atteignait la cuisine, voyait les clés sur la table, ma note. Je me demande quel était son visage, cette expression pincée qu'il portait quand il perdait un pari. Mais c'était pas un pari, c'était tout. J'imagine qu'il froissait le papier, ses mains tremblantes, son souffle saccadé. Peu être se tournait-il vers Sophie, espérant une solution, un plan, mais elle criait probablement, l'accusant de tout gâcher, le traitant de fou pour ne pas avoir mieux contrôlé la vieille femme. Peu être essayait-il de m'appeler, sa voix pleine de rage, de panique, composant encore et encore, écoutant le clic froid de la ligne bloquée. J'imagine qu'il se précipitait dans le garage, ouvrant les boîtes, jetant outils, couverture au sol, cherchant des actes qui ne lui appartenaient plus, des preuves d'un pouvoir qu'il n'avait jamais eu. Pendant ce temps, Sophie resterait près de la porte, criant sur l'avenir qu'il lui avait promis. La grande rénovation, les fêtes dans le jardin, l'argent.
Ils ne trouvaient que le silence, leurs propres échecs. Die Rose, les roses oscillaient doucement dans la brise, comme si rien ne s'était passé. J'aime penser qu'ils s'arrêtaient là, entourés des ruines de leurs illusions. Peu être voyaient-ils enfin combien leur empire était vide, sans moi pour le soutenir. J'étais parti, la maison vendue, les clés changées de main. Tout ce qu'ils avaient était l'écho creux de leur propre avidité. Il fallait pas longtemps pour que le téléphone sonne. Des numéros inconnus, même dans mon nouvel appartement au mur fin, couloir silencieux. Je sentais la vibration aiguë de sa rage à travers seins et lois. En jetant un œil à l'écran, je voyais le nom de Thibaut clignoter encore et encore. Chaque appel plus rapide, je le laissais sonner une fois, 2 fois, encore. Au 7e appel, je répondais, sans dire un mot, laissant le silence s'étirer, comme une corde où il pouvait se pendre. Enfin, sa voix perçait. Prout, essoufflé, qu'as-tu fait? Où est-ce tout? Tu ne peux pas vendre la maison. Elle est à moi, tu ne peux pas me faire ça. Je fermais les yeux, l'imaginant dans la cuisine vidée, le visage violet de fureur, sueur au front. Je ne t'ai rien fait, disais-je. Ma Volkskalme, basse. J'ai simplement repris ce qui était toujours à moi. Il bégayait, les mots se heurtant dans sa gorge. Tout est foyer. Je vais te poursuivre. Je m'assurais que tu ne vois pas un centime. Tu m'entends? Tu me dois. Oh. Iris presque. Le son bouillonnant, comme un ruisseau inattendu. Je ne te dois rien. L'interrompais-je. Ma voix lisse, comme une eau calme. Et la maison, elle n'a jamais été à toi. N'était pas destinée à l'être. Un long silence suivait, si épais. Je pouvais presque entendre sa réalisation de la vérité. Puis les supplications commençaient. S'il te plaît, maman, on peut trouver une solution. Ah, pense à Léo. À tout ce qu'on avait prévu, je ne fléchissais pas. J'ai pensé à Léo, disais-je. Je pensais à lui. Quand j'ai assuré que chaque euro irait quelque part de significatif, où il trouverait peu être un jour une vraie gentillesse, pas des leçons de cupidité, sa voix craquait, passant de la rage à quelque chose de plus petit, pitoyable. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je regardais mon nouvel appartement, la simple bouilloire sur la cuisinière, le soleil glissant sur les rideaux blancs. Je l'ai déjà fait, répondais-je doucement. Puis, sans un mot, j'appuyais sur le bouton « Terminer l'appel ». Je regardais l'écran, son numéro réapparaissant encore et encore. Puis, enfin, je le bloquais. Je posais le téléphone, me versais une tasse de thé. C'était calme dans cette petite pièce. Si calme que j'entendais mon cœur ralentir, retrouvant son rythme naturel. D'où je sirotais lentement. Chaque gorgée, l'avant des années d'humiliation, silencieuse. Pour la première fois depuis des décennies, mon thé avait exactement le goût que j'aimais, fort, chaud, libre de l'amertume d'autrui. Les nouvelles voyagent vite dans une ville comme Saint-Éloi. En quelques jours, le bruit courait que la maison avait été vendue, sans cérémonie ni permission. Les amis de Thibaut, ceux qui riaient à ses blagues sur moi, commençaient à murmurer dans son dos. Il essayait de sauver la face, les invitant dans son nouvel appartement loué, mais il n'était pas impressionné par des pièces à moitié vides, de la peinture écaillée. Il ne venait pas siroter du vin bon marché sur des canapés d'occasion, les mêmes
qui l'appelait chanceux, l'appelait maintenant fou, secouant la tête face à l'homme qui avait tout perdu. Parce qu'il avait sous-estimé une vieille femme. Il commençait à vendre des morceaux de sa fierté, la voiture coûteuse qu'il exhibait, les montres de designer qu'il affichait en ligne. Chaque objet vendu était une confession silencieuse de défaite, une brique de plus effrétant de l'image qu'il voulait construire. Pendant ce temps, je m'installais dans ma nouvelle vie. J'achetais une petite table en bois pour mon thé, placer une rose dans un vase ébréché au centre. Je regardais le soleil grimper dans mon petit salon chaque matin, sans interruption par des voix en colère, des rires aigus. Je l'imaginais parfois, tard la nuit, faisant défiler son téléphone, lisant les commentaires médisants. C'est pas le gars qui pensait hériter d'un manoir. Pas si malin, je ne le haïssais plus. La reine est lourde, et j'en avais porté assez pour 2 vies. À la place, je ressentais quelque chose de plus froid, plus propre, l'indifférence. Thibaut survivrait. Il trouvait toujours un moyen de blâmer quelqu'un d'autre, de grappiller de la sympathie chez ceux qui ne le connaissaient pas encore. Mais il le ferait sans mon aide, sans ma maison, sans mon amour soutenant, sans ego fragile. Je prenais une autre gorgée de thé, regardais la petite cour en bas de ma fenêtre, où quelques fleurs sauvages oscillaient dans la brise pour la première fois de ma vie. Je ne me sentais pas responsable de sauver quiconque d'autre que moi.